Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents à ce live exceptionnel. Et oui, je dis exceptionnel parce que ce soir j'ai un invité de marque. Il s'appelle pas Marc, il s'appelle Olivier. Voilà, donc c'est important de le dire. Et il va arriver d'ici 3 bonnes minutes, 3-4 minutes même. Donc voilà, donc en attendant que vous arriviez et que mon invité arrive près de moi, ici, là, il va être installé ici, là, on va discuter pendant 1 heure sur un sujet extrêmement intéressant. Ça s'appelle la symétrie des attentions. Attention, et non pas intention. Mais oui, c'est important de le dire. Oui, oui. Donc, bon, alors attendez, ce que je vais déjà commencer par faire, c'est, comme d'hab, vérifier que tout est OK. En attendant, si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes présent en ligne avec moi pour ce live de ce lundi 25 juin. Lundi 25 juin, il est presque 18h, dans 2-3 minutes. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Oui, c'est parti, parfait. Ce que je vais faire ce qu'on appelle un partage. Voilà. Je vais partager ça sur mon profil, vous pouvez en faire autant si vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, tac, je publie, tac, voilà. Donc ça, on est OK. Alors, Nicolas, salut Nicolas, comment tu vas? Tout se passe bien, ça va? La femme, les enfants, la vie, le boulot, la santé surtout. C'est le plus important. Et oui. Gilbert qui nous a rejoint également. Tu as changé de bureau? Oui, effectivement. Et oui, il faut varier un petit peu le plaisir, Gilbert. Et j'ai changé de bureau. Je suis pas dans mon bureau habituel. Je suis quelque part ailleurs. Voilà. Salut Laurent. Salut Laurent de nous rejoindre. Belle casquette. Et oui, t'as vu? T'as remarqué, mais j'ai que la casquette. Hein. J'ai pas la voiture qui va avec. J'aimerais bien, mais j'ai pas encore les moyens. Ça arrivera peut-être un jour, qui sait. Hein. Tu sais. On sait jamais comment les choses peuvent se passer, on se dit ouais ça n'arrivera jamais, mais des fois la vie fait que t'as certains rêves comme ça qui se réalisent, ça pourrait être drôle. Nicolas, bien et toi mon ami? Bah écoute, ça va, impeccable. Je sors juste d'un petit rhume là que j'ai chopé bêtement juste avant l'été il y a quelques jours, et j'ai encore le nez un petit peu pris, donc j'espère que on m'entend pas trop parler du nez. J'espère vraiment, parce que c'est vrai que c'est pas très agréable, mais je suis obligé de faire avec, donc voilà. Tu repars Gilbert, bah écoute, pas de problème, tu reviens quand tu veux, il y a le replay, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en attendant, ou un petit smiley. Salut Raymondo, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Bon, je pense que le sujet va en intéresser plus d'un, je vous le dis pour info, on démarre dans une 50aine de secondes. Je vais recevoir mon invité qui va arriver incessamment sous peu, avec qui on va discuter donc de la symétrie des attentions. Attention, je le redis, attention, c'est la symétrie des attentions et non pas des intentions, ce qui n'a rien à voir. En niveau sémantique, je vous avouerai que je ne sais pas la différence, mais Google est ton ami, donc n'hésitez pas à vérifier sur Google c'est quoi la différence. Ça s'entend. Mon soin. Ça s'entend que je parle du nez, excusez-moi. Salut Philippe, juste passé pour te faire un bonjour. Bah écoute, merci. Bonjour à toi également Philippe. Laurent, salut. Olivier, Laurent qui dit Olivier. Eh bien c'est tout de suite dans moins de 5 secondes. Je balance le jingle et puis mon invité arrive. Voilà, mon invité est avec nous ce soir pour parler de la symétrie des attentions. Donc Olivier, comment tu t'intitules? Olivier. Enchanté Olivier. Olivier. Ça va bien? Ça va bien. La forme? À fond. Bon. Bonsoir à tous. Donc ce soir, vraiment qui nous dit sympa le bureau, les pieds dans l'eau, presque. Ouais, le tapis est bleu. C'est ça. Donc ce soir, Olivier, tu vas nous parler d'un sujet qui, d'après ce que j'ai compris, est important dans la vie d'une entreprise. C'est ça.
qui s'appelle la symétrie des attentions. Alors, est-ce que tu peux donner une courte définition sur ce qu'est la symétrie des attentions? Oui, tout à fait. Symétrie des attentions, le principe est assez simple. C'est occupe-toi de tes salariés et tes salariés s'occuperont de tes clients. Occupe-toi de tes salariés s'occuperont de tes clients? Tout à fait. Donc si tu veux que tes clients soient choyés et donc qu'ils reviennent et qu'ils fassent rayonner ton entreprise, faut que tu aies une attitude bienveillante envers tes salariés et eux auront une attitude bienveillante envers les clients. Alors, est-ce que ça peut vraiment fonctionner ce genre de modèle-là? Parce que c'est vrai que on peut avoir tendance à vouloir s'occuper de ses salariés, et on le sait pour l'avoir éventuellement rencontré. Il y a des salariés parfois qui abusent peut-être un petit peu de la gentillesse du patron. Donc comment faire pour cadrer ça, pour pas qu'on parte dans des abus ou des excès à ce niveau-là, et pour que les salariés comprennent bien l'enjeu de tout ça en fait? Alors l'enjeu de tout ça est assez simple. À la base, faut partir du principe et du postulat que c'est pas le patron qui paye les salaires, c'est le client. Donc si on veut continuer à avoir des carnets de commandes, à avoir une activité dans notre entreprise, et donc à percevoir un salaire, à un moment, faut s'occuper du client. Si on s'occupe pas du client, le client partira. Donc immanquablement, pour être sûr que le client parte pas, il vaut mieux d'abord commencer par s'occuper de ses salariés? Ouais, c'est ça. Et s'occuper de ses salariés, ça veut dire quoi alors du coup? Alors s'occuper de ses salariés, alors là c'est un vaste sujet. Il n'y a pas de réponse toute faite. On va pas taper sur Google et qu'est-ce que je dois faire dans mon entreprise. À chaque fois c'est du cas par cas. Ça va dépendre des valeurs de l'entreprise. Il y a des entreprises pour qui c'est complètement aberrant. Et je vois pas pourquoi je m'occuperai de mes salariés. Je leur donne déjà un travail. Et un salaire. Et un salaire. Qu'ils soient contents. Oui. D'autres ont compris que finalement, dans le monde où on est, dans le monde où on évolue aujourd'hui, les techniques sont à peu près toutes équivalentes, les services se valent plus ou moins. Donc, il va falloir qu'on fasse la différence, soit par notre technologie, soit par de l'innovation. Mais on voit très bien qu'entre SFR, Orange et Bouygues, il n'y a pas vraiment de différence. Non, ça, je confirme, ça malheureusement, oui, il n'y a pas vraiment de différence. Oui. Donc, ce qui va faire que moi, je vais être attaché plus à une marque qu'à une autre, c'est le fait que la marque s'occupe bien de moi. Si quand j'ai un problème, la marque ne s'occupe pas de moi, ou me donne aller sur Internet pour voir ce qui se passe, alors que je suis on va dire en détresse, je mets des guillemets, mais à la détresse. Mais si j'appelle un fournisseur parce que j'ai un problème avec ses produits ou services, à un moment j'ai une détresse. Tu tapes à la porte de quelqu'un pour qu'il t'aide, et il doit t'aider, et à ce moment-là, il te ferme la porte au nez. Tu gardes forcément une mauvaise expérience, et à la première occasion, tu iras voir ailleurs si tu peux avoir un meilleur produit, un meilleur service. En définitive, je crois que c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que les gens vont rechercher avant tout le service client, comme on l'appelle, avant même de s'intéresser, éventuellement, quoi que ça reste important, bien évidemment, mais de s'intéresser aux produits en particulier, parce que ce que disait à l'instant, les 3 opérateurs de téléphonie mobile, techniquement, ils se valent tous plus ou moins, et ce qui fait qu'on va plutôt aller vers l'un ou vers l'autre, c'est cette notion de service. Tout à fait. Et c'est simplement ce terme, je vais être entendu, je vais être écouté, je vais être compris. Et comme ils me comprennent, ils vont me prendre en charge. Alors, du coup, pour revenir à ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est ok, je comprends effectivement, c'est quelque chose qu'on entend déjà pas mal parler, à savoir s'occuper aussi de ses clients, mais tu parlais de s'occuper de ses salariés. Ouais. En quoi le fait de pouvoir avoir une relation positive avec ses salariés va avoir un impact indirect auprès de ses clients? Imaginons que tu es dans une entreprise, n'importe laquelle, n'importe quel secteur, tu as des outils qui ne te correspondent pas, tu as du mal à exécuter tes missions correctement, tu as une hiérarchie qui ne te reconnaît pas, qui te donne peu de moyens pour réussir et qui te demande quand même de te surpasser. Et on voit bien ce genre d'entreprises, elles sont quand même assez fréquentes. Ouais. À ce moment-là, à quel moment tu vas arrêter de mouiller le maillot pour l'entreprise? Et si j'arrête de mouiller le maillot, ça veut dire que l'appel je dois quitter mon poste à 17h, j'ai un appel à 16h59, est-ce que je décroche ou est-ce que je décroche pas? Ça peut marcher à 16h50 aussi. et ça fait toute la différence, c'est l'engagement que va avoir le salarié vis-à-vis du client.
La volonté de la promesse tenue. L'entreprise, quand elle vend un produit ou un service, ça fait une promesse. Hein, que ta voiture elle sera en sécurité, que ta casquette elle va bien t'aller, qu'elle va te protéger du soleil, qu'elle ne te donnera pas forcément la voiture, mais qu'elle te protégera du soleil, etc., etc. Cette promesse, elle doit être tenue. À un moment, si c'est compliqué, si c'est complexe, ou pour des raisons intrinsèques ou extrinsèques, la promesse peut faillir. Hein, c'est-à-dire que non, ta casquette, tiens, il y a un trou. Alors, tu viens d'acheter ta casquette, tu la ramènes, tu dis voilà, ma casquette, elle a un trou. Ben, soit t'as le commerçant qui se souvient très bien que t'es venu il y a 5 minutes, qui voit bien que le trou est vieux, mais c'est pas grave, tu peux racheter une autre casquette. Ou au contraire, qui dit non, c'est une erreur du fournisseur et je vous la change. Parce qu'il s'est mis à ta place. Il n'a pas envie qu'ensuite tu puisses dire qu'il t'a rendu un mauvais service. Que finalement, il n'était pas compétent. Il faut vraiment partir du principe, et j'ai une anecdote là-dessus, que de base, le salarié, mais l'humain même en règle générale, lui, ce qu'il recherche, c'est à faire du bon travail. Il cherche pas à saloper. C'est les conditions, l'environnement qui vont le pousser à avoir une production qui sera dégradée. Mais de base, il est fier de son travail. Je prends une petite anecdote, ça se passait dans des hauts fourneaux en Alsace. Et il y a énormément d'accidents du travail parce que donc ils font des audits et ils s'aperçoivent que beaucoup d'accidents du travail viennent du fait que les salariés vont chercher les lingots d'aluminium, ils fabriquaient de l'aluminium ou de l'acier, je ne sais plus. Ils allaient trop près de la bouche, donc ce qui avait tendance à la bouche du four, ce qui avait tendance à leur brûler les voies respiratoires. Donc arrêt maladie, indemnité, enfin j'en passe, invalidité, incapacité, j'en passe et des meilleurs. Donc l'entreprise décide de mettre des rallonges à la sortie des bouches de four, de manière à ce que les salariés puissent prendre les lingots plus loin que la bouche et diminuer ainsi sans brûler les voies respiratoires. Des millions d'investissements, tout le monde est content. On a trouvé la bonne solution. Quelques mois plus tard, aucun changement. Les mêmes nombres de maladies, d'accidents, etc. Donc, là, ils font venir quelqu'un de l'extérieur à l'entreprise, qui commence à auditer, qui va voir ce qui se passe, qui va sur le terrain. C'est souvent les gens, il faut des gens de l'extérieur pour aller sur le terrain, on va pas... bref, c'est un autre sujet, pardonnez-moi. Et là, il s'aperçoit que les salariés, sur le lieu de production, vont, en dépit des rallonges, vont continuer à chercher le lingot à la bouche du four. Alors, il leur demande pourquoi. Il leur dit, mais ces lingots, nous, on les vend à l'usine Peugeot d'à côté. L'usine Peugeot d'à côté, c'est mon cousin qui y travaille. Et si on prend les lingots d'acier à la sortie de la rallonge, ils ont refroidi, ils n'ont plus la même température que quand on les prend juste à la sortie de la bouche, et on fait de l'acier de mauvaise qualité. Et j'ai pas envie qu'on dise que moi je fais de l'acier de mauvaise qualité, surtout au repas de famille de la semaine prochaine. Donc, ce qui prouve que, de base, l'humain a envie de faire du bon travail, et d'être reconnu pour son travail. Alors qu'est-ce qui amène du coup que ce soit le professionnel qui travaille seul ou les salariés qui travaillent dans une entreprise font qu'à un moment donné on peut être amené à faire du mauvais travail, Alors ça va être personnel à chacun, parce que chacun va avoir des appréciations personnelles. L'une des causes par contre qui est quasiment unanime, c'est un manque de reconnaissance. D'accord. Et si je suis pas reconnu, alors il y a énormément de moyens d'apporter de la reconnaissance, et si je suis pas reconnu, à un moment, pourquoi je vais mouiller la chemise ? Tu veux bien faire des efforts, et ça commence à l'école, tu fais des efforts, bon c'est vrai, tu n'avais pas révisé tes leçons, tu n'avais pas fait tes devoirs, tu te prends un 2, bon, quelque part tu mérites. Maintenant, tu as travaillé, tu as fait des efforts, tu as appris tes leçons, et là tu as un 5, tu es content. Mais par contre, il y a l'injustice parce que la maîtresse, elle te met -2 à cause de la présentation. Tes efforts, ils sont pas payés. Et à un moment, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse tous ces efforts pour si peu ? Alors on va regarder parce qu'il y a peut-être des questions qui sont arrivées. Alors Raymond nous dit, la fidélisation client revient toujours moins cher que l'acquisition client. C'est tout à fait vrai. Il faut se faire respecter et non craindre par les salariés. C'est tout à fait ça. Et ce que ça entraîne également la symétrie des attentions,
Et on mettra un bémol après cette politique de symétrie des attentions. Ce que ça entraîne également, c'est on doit changer également les circuits d'information et de communication dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, le chef doit lâcher son ego. Jusqu'à présent, dans bon nombre d'entreprises, d'organigrammes, celui qui détient l'information a le pouvoir. Hein, on voit bien ça dans les administrations avec les petits chefs, etc. C'est clair. Tant que j'ai pas le stempel, donc je vais tout faire pour avoir le stempel pour avancer. Donc j'ai l'information, j'ai le pouvoir. À partir du moment où je vais laisser libre circulation à l'information entre mes salariés, la communication passera beaucoup plus rapidement, l'entreprise sera beaucoup plus agile, plus réactive également. Faut que je prenne une autre position, puisque je ne peux plus utiliser le pouvoir du père. Mais par contre, je vais pouvoir utiliser le pouvoir des pairs. D'accord. C'est-à-dire que quelque part, le salarié va se réaliser par rapport au regard de ses pairs et non plus par rapport au regard de son père. C'est pas le même jugement et d'une manière générale, le jugement des pairs est beaucoup plus fort que le jugement du père. Donc ça veut dire également, on réorganise complètement notre organigramme et comment on va travailler ensemble et comment on facilite la communication et comment on facilite la tâche de chacun de mes salariés. Si j'ai un salarié, c'est pas pour lui dire quoi faire. Il doit savoir quoi faire. C'est un expert. On parle pas d'un salarié qui est en train d'être formé, qui connaît pas encore toutes les arcanes de l'entreprise, mais un salarié qui est là depuis quelque temps, qui connaît les arcanes de l'entreprise. À un moment, faut lui faire totalement confiance. Ouais, lui laisser un peu d'autonomie. Complètement. Et là, on parle sur la confiance. Et la confiance est vraiment un levier indispensable à la performance et à la reconnaissance. Je te fais confiance, ça veut dire et la confiance, entendons-nous bien, c'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui va se mériter. Donc ça veut dire qu'à un moment, je vais dire, tiens, cette tâche-là, dans notre entreprise, pour la faire dans la règle de l'art, faut faire comme ça. Et je t'apprends à la faire. Ce qui fait qu'une fois que j'ai validé que tu connaissais bien les différents processus de mon entreprise, tu as juste à me dire, c'est fait. Je n'ai pas besoin de venir vérifier si c'est fait. Et là, on se fait confiance. Et on avance beaucoup plus vite. Et comme tu vois que je ne te contrôle pas, tu mets encore plus de cœur à faire les choses correctement. Moi, de mon côté, comme je n'ai plus besoin de te contrôler systématiquement, à ce moment-là, l'idée, c'est que ce temps, je vais l'utiliser à te créer des conditions de travail les plus optimum possibles. De manière à ce que toi, tu puisses te concentrer sur la tâche principale qui est la tienne, c'est-à-dire le pourquoi je te paye. Et que tous les à côté, c'est à moi de gérer pour que ce soit le moins pénible pour toi. Voilà un petit peu ce que ça peut après engendrer. Mais c'est vrai que ça me rappelle, moi, une étude que j'avais lue il y a quelque temps de ça, où on expliquait, en définitive, il y avait une étude qui était faite auprès des salariés, savoir qu'est-ce qu'ils venaient chercher principalement dans une entreprise par rapport au travail qu'ils font. Ouais, c'est ça, le travail qu'ils font. Et dans cette étude-là, on s'est rendu compte que la raison première qui fait que les gens viennent travailler dans une entreprise, c'est la reconnaissance. C'est pas le salaire en premier. Non. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est pas le salaire, c'est la reconnaissance. Donc ça rejoint complètement ce que tu dis, quoi. Le salaire arrive en 5e position. C'est extraordinaire. Hein. La première, c'est la reconnaissance. On voit qu'un bon levier pour la reconnaissance, c'est la confiance. Ouais. L'autre levier important, l'autre motivation, la seconde motivation pour les salariés, c'est le sens. Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je vais faire ça? Et là, ça nous oblige également à revoir quelle est la place de notre entreprise, quelle est la place de notre mission, de notre savoir-faire au sein de la société. Quel est notre rôle sociétal pour justement avoir du sens? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Qu'est-ce que j'apporte à la société au sens large du terme? Et ça, c'est de plus en plus important. Si avant, c'était juste tais-toi et bosse, maintenant, c'est plus tais-toi et bosse, c'est je t'écoute, et moi, mon projet, c'est ça. Et toutes les entreprises, aujourd'hui, doivent avoir à cœur de vouloir changer le monde. Quand on avait 20 ans, on voulait changer le monde, mais il y en a que très peu qui sont arrivés, des talents exceptionnels, qui sont arrivés. Mais quand on avait 20 ans, on n'avait pas les outils qu'on possède aujourd'hui. Non, ça c'est sûr, mon pauvre monsieur. Et on voit qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux entre autres, mais la communication, l'information, etc., il est très facile de rentrer en contact avec des gens, et il est très facile également de changer le monde.
Je reprends cette histoire, j'avais adoré. C'est une jeune Nigériane qui faisait des films Facebook dans sa rue, qui a été repérée par Walt Disney. Et Walt Disney a été la chercher au Nigeria, il lui a fait signer un contrat. Sérieux? Ouais, c'est incroyable. C'est extraordinaire ça. Et c'est ça qui est possible aujourd'hui, qui n'était pas possible auparavant. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Alors, il y a Philippe qui nous dit LinkedIn propose désormais des... Attends, je vais prendre mes lunettes, hein, excusez-moi. C'est l'âge, mon pauvre monsieur. Propose des kudos pour faire un compliment à quelqu'un, mais si le chef ne contrôle pas, il n'a plus de raison d'être. Hein. Alors, LinkedIn propose désormais des kudos. Tu sais ce que c'est, toi, les kudos? Non, je sais pas du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer, Philippe, ce qu'est les kudos, ou ce que sont du moins les kudos? Et ensuite, Philippe dit, voilà, si le chef ne contrôle pas, il n'a plus de raison d'être. Raymond qui rajoute, souvent l'écoute des salariés est bien plus payante dans le temps sur une prime. C'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Donc on parlait de deuxième, c'était le pourquoi. Troisième, c'est la qualité des relations que j'ai avec mon entreprise ou à l'extérieur de mon entreprise. Quatrième, alors, et on voit d'ailleurs que la qualité des relations au passage, c'est également un levier de reconnaissance, ce qui vient d'être précisé. Quatrième, c'est la qualité des outils qu'on me donne pour accomplir ma mission. Et là, on voit que c'est encore un levier de reconnaissance. Et enfin, en cinquième, vient la rémunération. C'est juste le cinquième levier. Ça, je trouve ça particulièrement étonnant. Enfin, en même temps, ça se comprend, parce qu'on est des êtres humains, et c'est vrai qu'avant tout... Voilà, on cherche à créer des liens, à être reconnu par rapport à son métier, par rapport à ce qu'on fait. Mais c'est vrai que ça reste assez étonnant, quoi. Et pour répondre à la question sur si le manager ne contrôle pas, qu'est-ce qu'il fait, on a dû répondre avant la question, mais pour être bien sûr, non, le manager doit s'occuper que ses salariés ont les conditions optimum pour réaliser leurs tâches. Et ça doit être sa préoccupation. Ouais. De la même manière qu'un chef de chantier doit... Avant d'arriver le matin, il doit s'assurer que tous les ouvriers ont les outils qu'il faut. Alors Olivier, il y a Philippe qui nous précise que les kudos sont des vignettes du genre meilleur chef de l'année que l'on peut publier sur un profil et le fil d'actualité de quelqu'un. D'accord, mais après ça c'est marketing. Ça c'est du marketing. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... C'est pas les kudos qui vont dire parce que t'es bien, je suis bien avec Christophe, si mets-moi un kudos et je deviens le meilleur manager de l'année. Je sais pas vraiment comment ça marche, donc je vais pas casser du sucre, mais faut faire attention également avec tous les gadgets qui se cachent derrière tout ça. Faut le faire, faut pas le dire, faut le faire. Et c'est en le faisant que ça se dira automatiquement. Et ça ressortira, pour ma part, on n'a pas besoin de dire qu'on est bon. C'est les autres qui doivent dire qu'on est bon. Absolument, absolument. Et ça c'est important. De la même manière, le piège à éviter, si on veut se lancer dans cette philosophie de symétrie des attentions, c'est de garder à l'esprit d'être client-centrique. C'est-à-dire qu'on doit tout faire pour le bien du client. Je rappelle, c'est lui qui paye nos salaires, nos dividendes. Oui. Nos actionnaires, notre développement, nos recherches, j'en passe, c'est des meilleurs. Sans lui, on ne ferait pas grand-chose. Donc, un vrai respect du client et le mettre au cœur de nos préoccupations. Deux exemples. Premier exemple, Arnaud Deschamps, directeur général de Nespresso, a mis en place la symétrie des attentions. Ça lui a permis de gagner en puissance collective. La puissance collective lui a permis de gagner en performance et d'avoir une meilleure qualité des relations clients. Et une meilleure qualité avec ses collaborateurs. Résultat, Nespresso réussit à vendre, déjà réussit à instaurer un nouveau concept de consommation du café, et arrive à vendre ses capsules 40% plus cher que le café traditionnel. Donc on voit là avec Arnaud Deschamps que si on est client-centrique, ça marche. Et là, il n'y a aucun souci. À l'inverse, je décide de faire de la symétrie des attentions sans être client-centrique. Et là, je vais prendre l'exemple d'American Airlines, qui est l'une des compagnies qui doit avoir aujourd'hui l'un des plus mauvais services de relation client. Parce que eux, ils se sont vraiment occupés, mais que de leurs salariés.
Et donc ils ont vu, par exemple, ils ont analysé pourquoi, alors toujours avec un calcul financier par derrière, comment ils ont des accidents de travail, pourquoi il y a tant d'accidents de travail, etc. Et ce qui les embête, eux, c'est pas qu'il y ait des accidents de travail, c'est que ça nuit à la rentabilité de la compagnie. Oui. Hein, on s'intéresse d'abord à la rentabilité avant de s'intéresser aux personnes. Donc, et là on retrouve quelque part le côté vicieux de la symétrie des attentions. Et donc, ils s'occupent pas de leurs salariés, enfin, ils s'occupent de leurs salariés que pour gagner de l'argent. Résultat, ils leur apprennent à ne pas travailler. Je te prends un exemple. Une personne qui prend son bagage pour le mettre dans la soute au-dessus de sa tête, dans les avions. Auparavant, l'hôtesse ou le steward, au moment où il voyait la petite dame ou le bonhomme qui prenait sa valise, arrivait pour l'aider à lever sa valise et à la mettre dans le coffre. Maintenant, ils ont pour consigne d'attendre que la personne ait soulevé sa valise, qu'elle l'ait posée sur le coffre et qu'elle n'ait plus qu'à pousser. Et au moment où elle n'a plus qu'à pousser, à ce moment-là, l'hôtesse intervient et dit « Je vais vous aider à ranger ». C'est des pratiques comme dans les avions aujourd'hui, tu peux occulter on n'a plus les petits volets comme dans les anciens avions, tu peux occulter les hublots directement d'une manière centralisée. Et donc c'est ce qui leur permet de faire voyager en pleine journée des passagers dans la pénombre, en occultant ce qu'on a la possibilité de l'ouvrir, en occultant les hublots. Donc on crée une ambiance de nuit, donc tu as 80% des passagers qui dorment, et donc on n'est plus embêté avec à servir du café, à servir du thé, etc., etc. Au détriment, toujours, du client. C'est American Airlines qui fait ça. Donc, on voit bien à travers ces deux exemples que la symétrie des attentions, c'est pas le pays de oui-oui, c'est pas pour se faire plaisir, c'est vraiment pour gagner en performance. Et je gagne en performance parce que je m'occupe des clients. Le client, aujourd'hui, il a besoin d'être choyé, il a besoin d'être chouchouté, il a besoin d'être compris. Et il n'y a que comme ça, il a besoin d'avoir... Le client, il faut lui donner une expérience. Une expérience, ça va générer des émotions. Et en fonction de l'expérience qu'il aura eue, soit ça sera une émotion joyeuse, soit une émotion négative. La colère, j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais. Résultat, quand on a créé une émotion chez quelqu'un, et c'est humain, on a besoin d'une chose, c'est de pouvoir faire ressortir cette émotion. Ouais. C'est comme ça, quand tu rentres le soir chez toi, et tu dis à ta femme, tiens, il faut que je te raconte un truc. Parce que tu as vécu quelque chose de bien, de mauvais, mais ça t'a créé une émotion, et il faut que tu t'en libères. Et plus tu vas créer d'émotions positives, plus tu vas avoir des émotions positives qui vont être libérées, et qui vont, de la même manière, faire partie de ton rayonnement. Qui est bien sûr après relayé à travers les réseaux sociaux, les différents médias qui peuvent exister. En fait, la symétrie des attentions, c'est en fait ni plus ni moins que d'essayer de créer un cercle vertueux qui va profiter en définitive à tout le monde, quoi. Complètement. Si mes clients sont là, c'est pareil. Imagine le salarié qui lance sa boutique. Alors, je peux me permettre de t'interrompre 2 petites secondes. Avec grand plaisir. Parce que on a une intervention de Philippe qui nous dit à juste titre que vous êtes sérieux, messieurs. Ouais, mais on peut faire des blagues aussi. Oh, s'il y a que ça, faut pas me tenter, Philippe, hein. Faut pas me tenter, hein. Raymond qui nous dit il faut faire comprendre aux salariés que les objectifs de l'entreprise seront atteignables ensemble. C'est une culture d'entreprise. Et Philippe qui commente aussi en disant concernant les kudos, c'est du marketing, mais c'est, comme souvent, symptomatique d'une tendance. Tu vas revenir sur ce qu'a dit Raymond juste avant. Il faut faire comprendre aux salariés que les objectifs de l'entreprise seront atteignables ensemble. Ouais. Et du coup, je rebondis sur quelque chose, sur les objectifs. Et ce qu'il faut, c'est arriver à trouver également une unité de mesure universelle. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on dit, voilà, cette année, on a fait X milliers ou X millions de chiffre d'affaires en euros, en dollars, en dinars, en ce qu'on veut, ouais, c'est pas waouh. Ouais. C'est pas waouh. Et c'est difficile de créer de l'engagement là-dessus. On suppose, par exemple, que je vende du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres. J'ai vendu l'année dernière 54 000 tonnes de rouge à lèvres, ce qui a généré 15 millions de chiffre d'affaires, 3 millions de bénéfices. Waouh. Et là, on voit tout de suite le rouge à lèvres dans les citernes et absolument pas sexy. Si après, j'essaye de trouver une autre unité de mesure,
Unité de mesure qui sera beaucoup plus proche de mon activité, beaucoup plus proche de ce que je fais, beaucoup plus proche du sens que je veux donner à mon entreprise. Et si on reste sur l'image du rouge à lèvres, le rouge à lèvres, ça va permettre à des femmes de pouvoir sourire. Donc finalement, avec tout le rouge à lèvres que j'ai vendu, j'ai permis à X millions de femmes d'avoir le plus beau sourire, au moins un jour. Ouais. J'ai permis à X millions de femmes de pouvoir embrasser leur prince charmant, parce que je les ai rendues désirables. Bref, j'ai embelli la vie de X millions de femmes. Tout de suite, on a une autre approche du travail. On se met dans une autre dimension et on donne un autre rôle à sa tâche et à la raison pour laquelle on se lève le matin. Si à côté de ça, sur un volet RSE, l'entreprise décide de se lancer dans des actions où les personnes qui ont eu des accidents et qui sont défigurées, je vais leur apprendre à se maquiller pour diminuer justement les marques de leur accident, etc. On a un vrai engagement sociétal de l'entreprise. Et finalement, je ne me lève plus pour vendre du rouge à lèvres. Non, moi je me lève pour vendre ou pour fabriquer des sourires, du bien-être et de la joie à travers le monde. C'est un petit peu ce que tout à l'heure on parlait de marketing, mais c'est un petit peu aussi ce qu'on trouve dans la publicité. Et je pense notamment à un produit qui est pas du tout sexy pour le coup, qui sont on parle de femmes, ça me fait penser aux serviettes hygiéniques. Je trouve ça extraordinaire comment ils arrivent à vendre ça au travers de la pub télé par exemple, mais un produit qui n'est pas du tout sexy, qui donne pas envie, parce qu'on sait à quoi servent les serviettes hygiéniques, bien évidemment, les femmes le savent d'autant plus que les hommes, mais pour le coup, ils arrivent à dégager une émotion et redonner le sourire aux femmes, etc. Enfin, après, si je reprends Tampax, les pubs Tampax, déjà dans les années 80, on avait tous envie d'avoir un Tampax, même les garçons, parce qu'avec un Tampax, on pouvait aller à la piscine, on pouvait aller en vacances, on pouvait faire du vélo, on pouvait faire super plein de choses avec un Tampax. Ah, c'est vrai, hein. Donc, alors c'était la blague, parce qu'on rigolait pas assez. Oui, c'est pour Philippe. Non, plus sérieusement, tu as tout à fait raison. C'est qu'aujourd'hui, on le voit à travers les publicités, les messages changent. Alors, ils sont plus ou moins judicieux, il y en a qui marchent plus ou moins bien, et on s'aperçoit que les messages qui marchent pas bien, c'est ceux où il n'y a pas un vrai alignement, où il n'y a pas une vraie raison d'être. Là, on peut bien croire sur les serviettes hygiéniques qu'il y a quelque part une volonté. Alors après, c'est pareil, il faut voir ce que disent les salariés, parce que l'alignement est important. Et aujourd'hui, on souffre beaucoup plus du mensonge qu'hier. Et on peut le faire savoir aux autres. C'est-à-dire que si par exemple on dit voilà, grâce nous notre entreprise elle aide les femmes, elle valorise les femmes, et qu'on s'aperçoit que les femmes gagnent 10% de moins dans l'entreprise que les hommes, à ce moment-là on se dit ouais, c'est un beau discours mais c'est pas vrai. Et ce genre d'information est rapidement disponible. Si on a à travers les réseaux sociaux ou autres, l'information comme quoi tous les chefs là-bas c'est des hommes bien gras, bien lourds, et ils aiment bien quand leurs secrétaires sont en mini-jupe. Ouais, ça c'est rapidement, et du coup c'est plus en alignement avec la communication. Et là tu crées la défiance. Si tu crées la défiance, tu peux plus vendre. Et là, ce que tu dis, là tu touches un point sensible quand même, parce que c'est vrai que concernant la parité salariale entre hommes et femmes aujourd'hui, si on veut appliquer la symétrie des attentions, je pense que ça doit en faire partie aussi. Ça en fait partie, tout à fait. Hein. Parce que sinon on peut pas, enfin c'est pas jouable. Si on se retrouve encore aujourd'hui à avoir à poste égal, à compétence égale, à avoir des femmes qui sont moins bien payées qu'un homme, comment mettre en application de manière efficace la symétrie des attentions, ça devient compliqué là. On est d'accord. Je tiens à préciser, ceci dit, que c'est pas une raison pour que les femmes gagnent plus que les hommes. Oui, c'est pas l'idée non plus. On est pour une égalité des traitements. Tout à fait. Qu'elle soit claire et nette et stricte. Bah oui, tout à fait. Je veux dire, voilà. Quand on parle d'un truc inverse. Faut pas partir non plus dans le truc inverse. Sinon, si les femmes gagnent plus que les hommes, c'est pas logique non plus, quoi. Je veux dire, à poste et à compétence égale. On gagne la même chose. On gagne la même chose. Et le même traitement des avantages divers et variés. Absolument, absolument, absolument. Alors, Philippe qui nous dit, je reprends mes lunettes. 15 sur 54 égale 0,27 € le bâton de rouge à lèvres, c'est pas cher, je sors. Non, reste avec nous Philippe, reste avec nous. Reste avec nous, tu nous mets un peu de... Ce qui prouve que les distributeurs se prennent beaucoup de marge. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, qui n'a pas mis adolescent un Tampax dans un récipient d'eau pour le voir gonfler? Et pas que le Tampax, on a même joué, je pense, avec les préservatifs aussi, où on a mis de l'eau dedans, qu'on a balancé ça du balcon.
Ça aussi, ça fait partie des choses adolescents qu'on a voulu tester, effectivement. Merci Raymond pour cette intervention. Ouais, donc on parlait de la parité salariale homme-femme pour assurer une réelle efficacité dans cette histoire de symétrie des attentions, qui paraît effectivement indispensable. Après, au-delà de ça, c'est pareil. Enfin, je veux dire, on peut élargir le débat aussi par rapport au fait qu'aujourd'hui, une entreprise qui a des salariés doit avoir un certain pourcentage d'handicapés, je crois. Ouais. Et là aussi, c'est pareil. On a la même préoccupation de savoir, voilà, comment embaucher ces gens-là, comment les traiter entre guillemets. Et c'est de la même manière, faut vraiment prendre toutes ces contraintes aujourd'hui non plus comme une norme supplémentaire, comme un fardeau supplémentaire, mais davantage comme une opportunité. Je reprends la dernière norme en règle qui est tombée, la RGPD. Tout le monde connaît le règlement. Vous connaissez le RGPD, on va pas revenir là-dessus. Ça a déjà été traité plein de fois. Pourtant, il y a 6 mois, personne ne connaissait, maintenant tout le monde était acculturé. C'est marrant parce que je suis une aparté, mais en France, ouais, c'est le dernier moment qu'on s'y intéresse. C'est français, c'est normal. Ça fait 2 ans que c'est dans les tubes, mais on s'en intéresse. C'est ça. Bref, passons. C'est une opportunité, finalement, pour communiquer positivement sur son entreprise. Je respecte les quotas, j'ai des handicapés. Je rappelle que le handicapé, c'est pas forcément tétraplégique. Hein. Vous avez des handicaps qui sont légers. Prenez un diabétique, c'est considéré comme RQTH. Et pourtant, si on fait attention à lui, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à faire les choses correctement. Le handicap, c'est juste quelqu'un qui peut faire la même chose que vous, mais qui a besoin d'autres moyens que vous pour les faire. Donc, on a juste à mettre en place les autres moyens. Alors, bien évidemment, tout ça peut avoir un coût selon les postes de travail. Mais de la même manière, il y a beaucoup d'associations qui vont vous aider et vous accompagner financièrement et même physiquement sur l'intégration d'un handicapé. Ce qui vous permet après vous de valoriser une autre image et une image beaucoup plus humaine. Les temps ont réellement changé. Nous, quand on était gamin, le héros, c'était James Bond, qui avait une grosse voiture qui polluait. Ah, c'est vrai. Qui picolait, qui fumait, et qui avait un rapport avec les femmes qui était complètement machiste, et qui passerait absolument plus aujourd'hui. J'en entends certains qui regrettent ce temps-là. Mais oui, mais que voulez-vous? Faut évoluer. Hein. Je dis pas que c'était bien, je dis pas que c'était mal, je dis juste que ça a changé. Aujourd'hui, le héros, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres, qui est plus égocentrique, mais plutôt extraverti, empathique, qui va rouler avec une hybride ou une voiture électrique, qui va pas fumer, qui va manger vegan. Bref, je veux pas super sexy, quoi. Hein. Le truc chiant, quoi. Ouais. Mais c'est l'image policée qui traverse la société. Il faut savoir évoluer avec. Et au niveau du business, ça veut dire qu'on n'est plus sur des machines qui vont traiter avec, des organisations qui vont traiter avec d'autres organisations. On est avec des humains qui traitent avec d'autres humains. Et de plus en plus. Et un effet qui est fantastique, c'est plus on avance dans la communication numérique, et plus on a besoin de ce rapport humain. Mais pas un rapport humain où je vais à la fête du 14 juillet et puis je danse au bal et puis je connais personne. Et non, on veut des relations humaines qui soient de qualité. Je perds pas mon temps dans l'angoisse. Quelque chose d'authentique. Quelque chose d'authentique. Et en faisant quelque chose d'authentique, on a comme ça des relations qui vont durer à travers le temps. Et comme elles vont durer à travers le temps, on se crée également un vrai capital humain. C'est-à-dire que avant, par exemple, pour la fonction commerciale, le client, c'était le client du commercial, mais si le commercial partait, il restait principalement dans l'entreprise. Aujourd'hui, l'acheteur va pouvoir changer d'entreprise, le vendeur va pouvoir changer d'entreprise, le manager, le technicien, ils vont tous pouvoir changer d'entreprise, mais ils vont pouvoir garder le contact. Et au moment où ils ont l'opportunité de retravailler ensemble, ils retravailleront ensemble parce qu'ils ont apprécié la manière dont ils ont travaillé ensemble. Qu'importe la concurrence, les prix, etc., etc. C'est d'abord une histoire de relation humaine. Oui, ça me paraît, de toute façon, ça me paraît incontournable par rapport à ça aujourd'hui, de favoriser la relation. Parce qu'en définitive, quels que soient nos métiers, on a tous des confrères ou des concurrents, et le client, il n'est pas dupe.
Et bien évidemment, il va regarder les produits ou les services qu'on propose. Mais ce qui va avant tout l'amener à choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre, c'est parce que vous allez lui apporter un service, une relation de confiance, une relation authentique qui fait qu'il va plutôt vous choisir vous plutôt qu'un autre. Et parfois même, vous êtes peut-être même plus cher que votre confrère, mais peu importe. Le prix, c'est une fausse barbe. Le prix, c'est une fausse barbe. C'est vrai que moi, j'entends des fois des gens dire je vais proposer moins cher mes prestations parce que je sais que je vais pouvoir capter plus de clients, etc. C'est faux, archi faux. Il faut vendre ces produits ou ces services à leur juste prix. Et encore une fois, le client va vous choisir vous parce que voilà, vous dégagez un certain niveau de confiance, comment dirais-je même, une compétence que le client va tout de suite ressentir. Et très basiquement pour revenir en amont de tout ça, c'est surtout cette relation humaine, cette relation commerciale que vous allez créer avec votre client. Se connecter même avec le client. Se connecter complètement avec le client, tout à fait. C'est ouais. important. Alors il y a Raymond d'ailleurs qui nous dit, moi j'aime le Hummer, Jeep de l'armée US, et j'assume. Mais tu as raison, hein. Faut assumer ses choix aussi. T'as bien fait de l'acheter avant parce que maintenant il va être surtaxé à l'import. Et Philippe qui dit, Raymond c'est un rebelle. Ben oui. Hein, comme disent les femmes, faut être belle et rebelle, et nous les hommes, on a le droit de dire aussi qu'on est des rebelles aussi, et c'est important. Hein, ne pas toujours faire le mouton et faire comme tout le monde forcément, quoi. Parfois c'est bien de faire comme tout le monde, c'est bien de suivre un certain mouvement, mais d'avoir un certain degré de rébellion. Hein? Faut avoir sa vision, et je veux pas dire qu'il faut pas être ouvert aux autres, mais je sais où je vais, et j'y vais. Les autres vont m'aider à ajuster ma vision, à ajuster le tir, parce qu'on est dans un monde qui est terriblement incertain et de plus en plus. Donc il va falloir que j'ai énormément d'agilité, ça c'est important également. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on doit être également, et on en revient toujours à la symétrie des attentions, parce que le monde bouge énormément, et à un moment, le salarié, s'il peut plus se fier à son chef parce qu'il doit avoir une réponse instantanée à fournir, sur quoi il se base et quelle latitude il a pour le faire, et dans quelle mesure il va bien le vivre. Ouais. Et tout ça, ça se prépare. Ouais. Et ça se fait pas du jour au lendemain, ça s'accompagne, ça se construit. Et il faut avoir également une vision, un objectif. Pourquoi on fait les choses. Que le supérieur hiérarchique, le patron, va communiquer auprès de ses salariés. Complètement. Et qui peut même être, issu directement des salariés. Hein, c'est-à-dire que c'est les salariés qui peuvent très bien, sous une forme de brainstorming ou autre, qu'importe, dire voilà, nous, notre société, on se voit bien comme ça dans l'écosystème actuel. Ça peut être co-construit, c'est pas dérangeant. De la même manière, entendre le salarié et agir en conséquence, c'est une forme de reconnaissance. Je suis entendu. Ouais. Dans beaucoup d'entreprises, les salariés ne sont pas entendus. À partir du moment où ton salarié est entendu, ben, il va avoir du mal à repartir ailleurs. Parce que on parle des clients, les clients sont difficiles à avoir. Comme c'était si justement dit tout à l'heure, un client à développer coûte beaucoup moins cher qu'un client à conquérir, et ça reste vrai encore aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Plus facile, donc moins coûteux, moins coûteux en argent, mais également en énergie, en confort de travail, etc. C'est plus facile d'aller voir quelqu'un avec qui tu as déjà travaillé pour développer un nouveau business, parce qu'il sait déjà ce que tu as fait, que d'aller voir un inconnu avec qui tu vas d'abord devoir construire la confiance. Donc, vraiment se recentrer là-dessus et redonner la reconnaissance de la confiance, etc. aux salariés. Et après, quand tu parles d'écoute de la part du patron par rapport à son salarié, il faut que ce soit une écoute réelle et sincère. On est tout à fait d'accord. Pas une écoute comme ça de... Tout ce que c'est un principe. C'est vrai qu'on aurait dû commencer par là. C'est tous les conseils qu'on donne, en tout cas à travers nos différents Facebook, part du principe qu'on est authentique dans nos actions. C'est-à-dire que je peux très bien marketer le truc en disant voilà, on est les champions du monde de ci, nous on est de ça, mais si c'est pas vrai, ça va pas marcher. Donc il faut vraiment que les choses soient authentiques et soient réelles. Le faux, on le détecte, ça se ressent, et notre cerveau est suffisamment bien fait pour ressentir quand il y a un bout. On ne l'écoute pas toujours, mais il nous avertit toujours. Ouais.
Philippe, alors Raymond qui répond à Philippe. Pour Philippe, oui, j'ai un côté rebelle, mais I am what I am. Donc tu es comme tu es. Il faut le rester, c'est important. C'est important de rester soi-même, tout à fait. Be yourself. Et Philippe qui dit, alors Philippe nous dit, voilà, comment faire passer ces valeurs auprès des décideurs quand on est amené à leur apporter du conseil. C'est fondamentalement différent de leur culture. Christophe, que je salue au passage, qui nous a rejoint, si ton prospect est un inconnu, donc un homme de petite taille, et qu'il cherche du boulot, tu peux le recruter et hop, c'est bon pour l'image. Ouais, et en plus, tu seras pas embêté par les portes fermées parce qu'il passe partout. Alors attends, on va revenir 2 petites secondes sur l'intervention de Philippe. Comment faire passer ces valeurs auprès des décideurs quand on est amené à leur apporter du conseil? Ça, c'est une très bonne question. J'aurais tendance à dire que appelle-moi. Appelle Olivier. Parce que c'est on peut pas dire les choses, enfin on peut pas développer ça comme ça dépend énormément de ce que tu veux apporter comme conseil. Là on rentre vraiment sur du cas par cas. On peut parler dans les grandes lignes comme ça de théorie sur la symétrie des attentions, mais pour l'adapter dans nos entreprises, à chaque fois ça va être du cas par cas parce que notre problématique est unique, donc notre solution est unique. Et ce qui va marcher chez Pierre, même s'ils sont du même secteur, de même taille, etc., ça marchera peut-être pas chez Paul. Et inversement. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir rentrer plus dans le détail. Ça passe par l'acculturation en premier temps. C'est-à-dire qu'à un moment, faut leur, on fait pas boire un âne qui a pas soif. Donc, apprends à ton âne qu'il a soif. Et après, tu pourras le faire boire. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Raymond qui nous dit donc s'il n'y a pas d'écoute active, il suffit de faire un plan com avec ton DRH. Oui, on est d'accord et on sait à quoi ça mène. Ça mène à rien. De la même manière, la bonne question, c'est tous aujourd'hui, voilà. Enfin tous, la majorité des gens ont compris que la solution vient des hommes qui sont sur le terrain. Ouais, hein. toujours. Donc, si j'ai une problématique, je m'adresse aux gens qui sont sur le terrain. Il faut en monter les solutions. Et ça, d'une manière générale, les entreprises le font plutôt bien. Par contre, la vraie question à se poser, c'est ensuite comment je vais faire descendre la solution sur le terrain. C'est ce que j'allais te dire. Comment on fait? Et c'est pour ça, en même temps, que maintenant, le rôle du manager a également changé. Et c'est là où il va prendre, entre autres, une partie de sa valeur. C'est comment il va pouvoir faire le lien entre le terrain et le décisionnaire. Hein, quel va être le système de décision, qu'est-ce qui va être le mieux pour l'entreprise, et ce, en ayant un circuit de décision et de communication le plus court et le plus rapide possible pour maintenir cette réactivité, cette agilité. Mais évidemment, on ne va pas confondre vitesse et précipitation. Ouais. Hein, il y a toujours un timing à respecter, et chaque entreprise, là, c'est pareil, a son propre timing. Alors ce que tu dis, c'est notamment juste, je pense notamment pour reprendre l'exemple des opérateurs de téléphonie mobile, qui sont tous des grosses structures, et en termes d'agilité, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est comme un gros paquebot, tu veux faire tourner à droite, il faut du temps, quoi. Ouais. C'est compliqué. Sur les PME, bon, tu peux mettre en place cette agilité, avoir une réactivité évidente, quoi, mais sur des grosses entreprises comme celle-ci, c'est compliqué. Ce qui est plus compliqué, dans les faits, c'est pas de mettre en place une organisation comme ça. Ouais. Il est évident que si tu as 50 personnes à réorganiser ou 5000 personnes, c'est pas le même travail, ça prend pas le même temps, etc., etc. Par contre, il y a un point sur lequel il faut travailler, c'est sur les égos. C'est qu'à un moment, et on voit, et plus la taille de l'entreprise est importante et plus il y a d'égos, ce qui n'empêche pas d'avoir des égos des fois démesurés dans les petites entreprises, entendons bien. Et là, plus on va être sur des guerres de chefs, des guerres politiques, et non, moi je suis directeur de ça, je suis responsable de ça, et c'est mon précaré, et je suis plus à faire de la politique et des réunions qui ne servent à rien qu'à faire avancer réellement mon entreprise. Ouais. C'est le problème qu'on rencontre souvent dans les grosses boîtes, ça, par contre. Ah, complètement. Chef de service. Tout à fait. Après, il existe des modèles intermédiaires. Hein, si on prend, on va dire, l'entreprise libérée, c'est un terme sur lequel on pourra revenir éventuellement. Délivrée. C'est plutôt les salariés qu'on libère, hein, mais l'entreprise elle n'est pas partie. Souvent elle est délocalisée, elle n'est pas libérée.
Si ça correspond à l'entreprise stature pyramidale comme on la connaît, et que ça va correspondre, donc en abscisse, à l'entreprise libérée, on va pas aller de cette posture-là à cette posture-là en un claquement de doigts. Et si ça se trouve, on peut très bien s'arrêter là ou s'arrêter là. Ça va dépendre justement jusqu'où on peut, jusqu'où on s'autorise et quelle est notre vision de l'ensemble des choses. Tout va dépendre également des salariés, car derrière tout ça, il y a de l'humain. Tout le monde n'a pas forcément envie non plus de prendre des responsabilités. Et à ce moment-là, comment on les accompagne pour justement arriver à prendre des responsabilités. Et ce qui peut reposer également une autre question par derrière, c'est mes process de recrutement, est-ce que je recrute les mêmes profils? Il y a ce problème-là, mais ça me fait penser également pour accompagner les salariés aussi là-dedans, il y a ce problème de monter en compétences et de les former pour leur permettre de monter en compétences. Il y a parfois des salariés qui n'ont pas envie d'être formés. Il y a ce premier problème, et puis il y a des fois le patron aussi qui n'a pas envie d'envoyer ses salariés en formation. En formation, tout à fait. Mais ça, c'est pareil, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me coûte le plus cher? De recruter, de reformer un nouveau salarié, d'avoir perdu un salarié. Ouais. Je parle même pas de prud'homme, je parle juste le fait qu'il soit parti. Ouais. Ou de conserver mon salarié. Et plus je vais m'occuper de toi, et plus tu vas avoir tendance à rester. Je te donne de la reconnaissance, de la confiance. Non, il n'y a pas de raison que tu t'en ailles. Ouais. Sauf si tu veux changer ta vie, mais ça, c'est des parcours de vie, c'est différent. Mais si tu veux conserver le même métier, tu n'iras pas voir mes concurrents si tu es bien chez moi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, ça demande une réflexion globale sur laquelle on peut également inclure la rémunération. Et inclure également une partie variable, pas que pour les commerciaux, mais également pour ceux qui sont en contact du client ou qui réalisent les projets. On peut très bien dire, tiens, sur un projet, on va prendre une entreprise de BTP. Il y a le commercial qui va chercher le business. Pour ça, il s'est fait aider d'un technicien. Et pour réaliser, on va avoir besoin de 3 maçons et d'un chef de chantier. Et à la fin, le client est satisfait. Le client est satisfait, ça veut dire que c'est l'ensemble des salariés qui ont participé à sa satisfaction. Donc il est normal que la récompense soit partagée entre les différents acteurs. Ah, mais là, c'est une vraie problématique, parce que tous les patrons ne fonctionnent pas sur ce modèle-là, enfin, dans le niveau de la rémunération notamment, quoi. Parce que c'est vrai que souvent, moi, ce que j'ai vu dans certaines entreprises, les commerciaux donc sont payés avec une part variable en fonction du chiffre d'affaires qu'ils génèrent, et c'est normal. Pour autant, comme tu dis très bien, il n'y a pas que les commerciaux, il y a toute la partie administrative au sens large qui va traiter les commandes réalisées par les commerciaux, qui eux, par contre, parfois n'ont rien. Tout à fait. Ils ont juste leur salaire, point barre, quoi. Et tu te retrouves comme ça avec des situations où tu as le commercial qui va vendre pour vendre, et finalement ne s'occupe pas. Parce que s'il n'a pas suffisamment avec son fixe pour vivre, à un moment, lui aussi, il a envie de se taper des restos avec sa famille, se taper des week-ends, faire plaisir à ses enfants, etc., etc. Donc à un moment, on va le mettre dans une situation où il va être obligé de vendre pour vendre, au détriment de l'image de l'entreprise. Tu vois, on n'est pas sur une vision court-termiste, on est plutôt sur une vision à moyen terme, comment je construis mon image de marque, comment je construis ma réputation. Et Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, si à l'inverse, le commercial, je lui donne les moyens de pouvoir se réaliser dans sa vie privée, que là-dessus je lui rajoute une récompense pour une motivation, mais qui sera globale. Ce qui va en même temps l'obliger à communiquer mieux avec les maçons, avec les autres services, sur la transmission des consignes, par exemple. Qu'est-ce qu'il a attendu exactement? Et puis comme on est sur des commerciaux qui sont modernes, ils vont avoir co-construit avec le client la solution, ils ont peut-être fait venir un technicien. Le technicien aura également permis de réaliser cette affaire. Il me semble tout à fait normal. Alors après, avoir les proportions, avoir la quantité, tout ça, ça se recalcule. C'est une nouvelle politique de Rennes qu'il faut mettre à plat et voir les tenants et les aboutissants. Mais si ça me permet d'avoir un travail de meilleure qualité, des clients qui sont toujours plus satisfaits, et on est d'accord, on ne travaille pas là sur la quantité, on travaille sur la qualité. On parle de satisfaction client. Si le client n'est pas satisfait, il y a déjà des entreprises comme ça qui le font. S'il n'y a pas une satisfaction globale, la prime collective, il n'y a plus de prime individuelle, c'est des primes collectives.
et la prime collective est diminuée, voire supprimée. Ce qui oblige en même temps les salariés à se faire un petit peu, se remettre en question, et en se disant, soit avec lui je veux plus l'avoir dans mon équipe parce qu'à chaque fois il fait du mauvais travail et c'est nous qui en pâtissons, ou alors à le faire grandir pour qu'il fasse du bon travail. Et on met de la bienveillance par-dessus. Donc c'est complexe. C'est pas compliqué, c'est complexe. C'est complexe. Alors attendez, je vais prendre les commentaires, parce qu'il y en a eu pas mal là depuis tout à l'heure. Christophe qui nous dit donc pardon à nos amis de petite taille. Tu es pardonné Christophe, il n'y a pas de problème. Laurent qui nous dit ça reste sous le coude du chef d'équipe, effectivement. Christophe a un gros travail sur les égos des managers, ça effectivement aussi c'est important. Jean-Christophe, la référence Reine des Neiges n'est pas passée. Si, j'ai dit délivré. Raymond, ça y est, on a droit à la Reine des Neiges libérée, voilà, exactement. Un jeune sera payé moins cher, nous dit Laurent. Et Philippe qui nous dit, est-ce une hérésie de dire qu'on doit... Non, est-ce une hérésie de dire qu'on peut ou doit choisir ses clients, comme le client choisit... Hop, je remonte un petit peu, choisit son prestataire, c'est une histoire d'amour finalement. Alors, c'est pas faux. C'est ça. Tout est une histoire d'amour. Absolument. Et on doit aimer ses clients. On doit les aimer sincèrement. Ouais. Sincèrement. Pas de l'amour commercial ou du sourire commercial comme on dit. Donc c'est important effectivement d'aimer sincèrement ses clients parce que mine de rien ce sont quand même grâce à eux que l'entreprise vit, que nous en tant que chef d'entreprise nous vivons, donc c'est important d'aimer sincèrement ses clients, d'essayer de faire le travail au mieux. Après voilà, un client reste un client, il peut de manière très subjective apprécier ou pas le travail qu'on lui a fourni, mais en tous les cas on a essayé de faire de notre mieux, c'est ça le plus important dans tous les cas. La remarque est très subtile, très judicieuse et félicitations. J'ai tendance à dire qu'on a les clients qu'on mérite. Ce qui veut dire également que dès notre posture, dès qu'on va être sur une action commerciale, de notre posture, faut qu'on trouve des raisons réelles de travailler avec notre client. Toujours avoir un go-no-go dans la tête et de se dire, lui je continue à y aller parce que je peux lui apporter quelque chose, parce que ça a du sens de lui apporter mon service. Et pas juste pour dire, si je force un peu, je vais me faire un peu plus de marge. Ça marche pas parce que, à ce moment-là, on réalisera moins bien notre prestation, on comprendra moins bien notre client, on ne lui apportera pas vraiment une valeur ajoutée, et à ce moment-là, on aura un client qui va être déçu. Ça nous permet également d'éviter, si on fait attention de la manière dont on prospecte, la manière dont on traite avec le client, c'est une découverte. C'est deux personnes, deux entités qui ne se connaissent pas et qui apprennent à se découvrir. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, j'ai envie de travailler avec vous, mais est-ce que vous méritez que je travaille avec vous? Et en restant humble, en gardant un ego complètement dimensionné, il ne faut pas être surdimensionné en disant vous gagnez, vous n'avez pas de Rolex? Non. Ça marche pas comme ça, mais et comme ça, on va avoir, alors, on aura moins de prospects à la porte, on fera moins de devis, mais c'est pas faire des devis qui nous répondent à des problématiques qui nous correspondent pas, qui nous font vivre. C'est c'est avoir des devis signés. Donc, je préfère avoir moins de devis et beaucoup plus de proportions de devis signés, parce que j'ai pu passer plus de temps avec mes clients à savoir vraiment ce qu'ils attendaient de moi, et à leur faire un devis qui correspondait vraiment à leurs attentes. Donc, comme j'ai passé plus de temps, que je les ai plus choyés, et tu vois, c'est quelque chose de fantastique, ils vont me rapporter plus. Et pas parce que je marche plus, pas parce que je les prends pour des Anglais, des Américains ou autres, non, juste parce que la qualité et l'écoute, du coup, parce que je les ai mis écouter, j'ai pensé que je pouvais leur offrir une prestation supplémentaire, que je pouvais leur faire ça en plus, ça leur a plu, et donc j'ai vendu plus que si je m'étais concentré juste sur la première demande du client. Bien évidemment, par derrière, s'il est content, ce sera quelqu'un qui reviendra, qui parlera de toi, etc., etc. Donc tu rentres là dans une spirale vertueuse et qu'il faut conserver. Ça, c'est super important. Du coup, ça revient à une discussion qu'on avait eue par rapport à ça, à savoir que quand tu vas voir un prospect, c'est de faire une vraie découverte client. Et la découverte, c'est quelque chose qui est perpétuel et qui doit toujours être perpétuel.
Ouais, ouais. Une découverte client, c'est pas juste 3 questions ou 4 questions. Ouais. Une découverte client, c'est vraiment... vous êtes un médecin. Enfin, vous êtes un patient, vous allez chez le médecin. Le médecin vous regarde comme ça, vous dit qu'est-ce que vous avez? J'ai mal à la tête, puis j'ai un peu de fièvre, puis ça me fait des douleurs dans le dos. Enfin, le médecin me regarde comme ça, il a l'air sérieux, il baisse ses lunettes. Et puis là, je vois ce qu'il vous faut. Et là, vous faites une belle page d'ordonnance avec je ne sais combien de médicaments, en disant prenez ça pendant 15 jours, si ça va pas, revenez me voir. Alors, on a un peu l'impression de ne pas être pris au sérieux. À l'inverse, si je vais voir le médecin et qu'il me dit qu'est-ce que vous avez, j'ai mal à la tête, j'ai un peu de fièvre, j'ai des courbatures, et que là il commence à m'ausculter réellement, à me poser des questions sur quelle est ma vie en règle générale, parce que l'environnement joue sur ma santé, si j'ai eu des chutes, si machin, enfin bref, il s'intéresse à moi, il me pose des questions, et si à la fin il me dit écoutez Olivier, vous allez prendre une tisane ce soir, demain vous faites une grasse mat, et vous verrez ça ira mieux. Je vais avoir plus tendance à le croire. Même si cette tisane, il me vend 200 €. Et qu'elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Parce que j'aurais été entendu, j'aurais été compris, et je me suis dit, c'est la solution qu'il me faut. Les moyens, on n'a rien à faire. Ouais. Et effectivement, l'expérience le prouve, de toute façon, c'est vrai que à partir du moment où on écoute réellement et sincèrement ses clients en posant des vraies bonnes questions, une fois qu'on envoie sa proposition commerciale, du fait que le client aura compris, aura senti qu'on l'aura écouté, le client viendra beaucoup moins chercher à négocier votre tarif qu'à l'inverse si on l'a pas écouté et qu'on envoie juste son devis et puis là automatiquement le client va dire vous pouvez pas me faire une remise, machin, etc. Ça n'a pas de sens. Le tarif ne doit pas être négocié. Absolument. C'est pas un levier de négociation. Par contre, tu as tout à fait raison et ce qui est magique, et c'est pareil, on est sur l'authenticité et de la bienveillance. C'est-à-dire que je la fais pas à l'envers à mon client pour lui en mettre plus. C'est ça. Non, c'est vraiment de l'empathie. Je me mets à sa place, mais en me mettant à sa place, j'ai conservé ma connaissance du secteur et de ce que je peux faire. Et donc, à partir de là, je vais avoir plein de champs des possibilités que je vais pouvoir lui proposer. Avec le temps, j'ai constaté, alors je peux pas expliquer de règles scientifiques, de théorèmes, de théories, j'en passe et des meilleurs. Par contre, j'ai constaté que plus on s'occupe de ses clients, et plus ils nous rapportent de l'argent. Et ça, en bienveillance. Pas en, tiens, je lui remets un truc à côté, il a pas vu, je le fais en loose day, enfin, je lui ai pas dit que pour ça, fallait la dalle, donc, tiens, je lui vends une dalle en plus. Non, en étant vraiment clair, net, avec ses clients, et avec une vraie bonne relation. Et ça, c'est vraiment très important. Absolument. Alors, Jean-Christophe, on doit aimer ses clients, on n'est pas tous égaux face à la capacité d'aimer les clients. Il faut avoir la personnalité pour. Ouais. Mais après, il y a des postures qu'on peut apprendre. Il y a des déclics à avoir et on peut pas être un super bon vendeur du jour au lendemain, ça sert à... Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un super bon vendeur? On se pose la question, on pourra en reparler plus tard. Mais tout le monde doit être capable de s'occuper de son client. De la même manière, tout le monde, quand les clients de quelqu'un, que ce soit au restaurant, au supermarché ou autre, attend un minimum de service, c'est juste dire, comporte-toi comme quelqu'un de bien. Mmh. Est-ce que tu as envie d'être au resto avec le serveur, il s'occupe pas de toi, tu es obligé de te lever pour aller chercher le pain, les couverts, etc. Ou au contraire, tu n'as rien à faire. Et voilà, après c'est toi qui mets le curseur avec tes salariés sur le niveau de qualité de service et de relation que tu vas avoir avec tes clients. En sachant que plus tu as une relation forte, et une bonne relation, plus tu auras de la valeur ajoutée avec tes clients. Et tu pourras valoriser ton service. Ouais. J'en veux pour exemple les Nespresso dont on parlait tout à l'heure. Absolument. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de ce live. Il y a déjà Raymond qui nous a quittés parce qu'il a piscine. Il a bien raison avec le temps qu'il fait. Bonne piscine Raymond, si t'es encore là. Jean-Christophe qui nous dit on détecte très vite si on a une personne authentiquement préoccupée par nous, devant nous, ou si c'est une façade. Complètement.
Laurent qui dit, et comme je le disais récemment, cela ne sert à rien de tromper un client, il ira vérifier sur Internet, c'est juste. Estelle, oui, j'ai vu que tu avais essayé de m'appeler tout à l'heure, mais toi je suis en live, donc j'ai pas pu répondre à ton appel, je suis désolé. Donc elle nous dit, parfois j'ai l'impression que mon empathie laisse... Attends, je vais remettre mes lunettes parce que je vois pas bien. J'ai l'impression que mon empathie laisse trop la possibilité au client de se sentir libre, d'annuler les rendez-vous, de prendre les traitements trop à la légère. Comment trouver la relation équilibrée entre être sympathique tout en gardant le contrôle dans la relation? C'est vrai, une vraie bonne question ça. Ouais, elle m'appelle. Bon Estelle, tu appelles Olivier, tu vas voir c'est quelqu'un de bien. Revois ce live en replay, il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, je te donnerai ses coordonnées. Il est bien Olivier. Drone Day, si on négocie son tarif, cela signifie qu'on a surévalué le devis et donc qu'on a pris le client pour un pigeon. Ouais. Et faire un rabais, c'est prouver cela. Ouais. Un tarif que l'on peut justifier par contre évite toute demande de rabais car le client comprendra de suite que le tarif est justifié. Complètement. C'est très juste. Ouais. Très très juste. Bon, écoutez les amis, je suis vraiment désolé, on est obligé de conclure ce live, c'était super intéressant, vous avez été nombreux à interagir avec nous. Philippe qui nous termine là-dessus en disant il faut que tu nous donnes envie Olivier, pas seulement ton numéro de téléphone. Je crois que depuis 1 heure il a donné envie, non? Il a donné plein de petites astuces, des tips comme on dit en anglais. Laurent qui dit je confirme il est bien Olivier, bah voilà. Voilà, t'as déjà un fan, tu vois. Merci Laurent. Voilà, non, c'est vrai que je pense qu'Olivier a donné pas mal envie quand même depuis tout à l'heure pendant ce live pour expliquer ce qu'il fallait faire pour, notamment sur cette thématique de la symétrie des attentions, mais pas que, parce qu'il a quand même quelques cordes à son arc. Merci Philippe également, merci beaucoup pour tes interventions, n'hésite pas. C'était super également. Donc on va vous laisser sur ces bonnes paroles. Ça nous a fait plaisir d'échanger avec vous sur toutes les bonnes pratiques commerciales, managériales et voire marketing, parce qu'on a abordé un petit peu le sujet aussi. Mais en tous les cas, sur le sujet de la symétrie des attentions, si encore une fois vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin dans le détail, je vous invite réellement à contacter Olivier qui se fera un plaisir de répondre parce que comme il l'a dit très bien, tout ça c'est du cas par cas, on peut pas rentrer dans le détail pour tout le monde, c'est juste pas possible. Jean-Christophe dit que tu es bien sympathique. Merci Jean-Christophe. Et Laurent qui dit peut-être jeudi soir. Qu'est-ce qu'il y a jeudi soir? Ah non, jeudi soir je peux pas. Là je suis en train de réfléchir. Je vois à quoi tu fais référence Laurent. Jeudi soir je serai pas disponible malheureusement parce que je dois partir en fin de semaine en prestation dans le nord de la France. Donc je pourrais pas malheureusement venir jeudi soir. Hein? Il y a une réunion réseautage. Ah. Il y a du réseautage en banlieue orléanaise. Malheureusement, je pourrais pas y être. Merci en tous les cas à toutes et à tous. Merci vraiment. Ça nous a fait super plaisir d'échanger avec vous. Ouais, merci beaucoup Olivier également. Ben, merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Et merci puis, à tous pour votre écoute. Voilà, puis et vos questions. Voilà, n'hésitez pas à le contacter si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ça. Il y répondra évidemment avec grand plaisir. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau live. La semaine prochaine, ouais, ce sera différent aussi. Voilà. Alors, d'ici là, très bonne semaine à vous. Il va faire un temps magnifique sur une majeure partie de la France. J'ai l'impression de faire Madame Météo là d'un coup. Profitez-en, prenez soin de vous. Et comme je dis toujours, longue vie et prospérité. Bye bye. Au revoir.